aborder le deuxième point, c'est David Pétrovert. David Pétrovert, que je ne vois pas, voilà, qui va nous parler du canal carpien. Le traitement percutané du syndrome du canal carpien sous échographie, mise au point avec une nouvelle technique. Quelque chose d'absolument nouveau et passionnant. Tu as 15 minutes. Merci. Merci Gérard, aux organisateurs de m'avoir invité dans cette demeure. À quelques mètres, j'ai fait mes études il y a 20 ans. Donc c'est un plaisir d'être là pour présenter ce travail sur le canal carpien qui est devenu la routine, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'on le pratique en routine clinique. Alors, bien évidemment, la question, surtout parmi vous, comme les présentations qui viennent de vous être faites, est-ce que c'est une nouvelle alternative à la chirurgie classique? Et donc évidemment, en l'occurrence, pour le syndrome du canal carpien, ces méthodes, comme celles que je vais vous montrer, sont probablement moins chères, un coût économique moindre, peut-être une plus grande sécurité, puisqu'on va pouvoir visualiser tout ce qui peut se passer autour d'un nerf ou d'un tendon, comme vient de vous le montrer Franck. La cicatrice est plus petite et donc forcément les suites seront moindres et on peut espérer une récupération plus rapide des activités quotidiennes, mais également un coût moindre en termes d'arrêt de travail, puisque la reprise du travail dans ces contextes, tout ça est souvent très associé, et bien peut-être espérer moindre. Alors juste ce papier du Monde il y a 10 ans qui montrait qu'il y avait une vraie épidémie des temps modernes pour le syndrome du canal carpien, puisque en France, ça s'est stabilisé depuis quelques années, près de 150 000 patients sont opérés du canal carpien, sont touchés par le syndrome du canal carpien, ce qui est bien plus, et aux États-Unis, c'est près d'un demi-million de patients qui sont opérés chaque année. Deux grandes techniques sont réalisées maintenant depuis une vingtaine d'années pour la plus récente d'entre elles. C'est la chirurgie, vidéochirurgie ou endoscopie chirurgicale pour la plus récente, et puis la chirurgie classique, open surgery ou mini-open pour sa variante avec une ouverture un peu plus petite. Les méta-analyses sont toutes relativement concordantes. Finalement, cette chirurgie fonctionne extrêmement bien avec de très bons résultats. À moyen et long terme, les résultats sont identiques, quelles que soient les deux grandes techniques de libération du canal carpien qui sont employées selon les pays et selon les habitudes des chirurgiens. Il y a une petite différence, l'endoscopie entraînerait un peu plus de complications, type de parésie pour la plupart, peut-être liées à un traumatisme du nerf pendant le geste lorsque la caméra est mise en place. Alors, l'introduction de l'échographie dans le syndrome du canal carpien, c'est quelque chose de relativement neuf, mais qui est allé extrêmement rapidement. Ce papier de rhumatologie qui montrait qu'un nouveau paradigme s'installait pour la prise en charge du canal carpien avec l'introduction de l'échographie. Parce qu'aujourd'hui, l'échographie permet non seulement de confirmer le diagnostic, ce qui n'était pas le cas. Je rappelle que le syndrome du canal carpien, vous connaissez tous, l'acroparesthésie qui touche un peu plus les femmes, ce réveil nocturne, l'engourdissement des 3 premiers doigts de la main et du versant radial du quatrième. Et bien quelque chose d'extrêmement fréquent, mais qui est un diagnostic qui est clinique, pour lequel on demande un électromyogramme, souvent pour des raisons médico-légales, mais le diagnostic reste clinique. L'échographie est intéressante parce qu'elle va permettre de montrer des signes objectifs de compression de ce nerf. Et ici, vous avez à gauche un nerf médian de calibre normal, surligné par ce petit trait jaune, une coupe de section de ce nerf qui montre un calibre régulier. Et puis lorsque vous avez des formes sévères, il y a une compression, un aspect singulier de votre nerf médian qui est totalement comprimé ici à l'entrée du canal carpien. Et une tranche de ce nerf va montrer à l'endroit de la sténose évidemment une disparition du nerf ou un aplatissement de ce nerf, mais de manière plus intéressante, un peu comme un arrosoir que vous comprimeriez avec votre pied, bien quelques millimètres avant, une boursouflure de ce nerf. Et c'est le différentiel entre cette surface de section que vous allez faire ici et puis quelque part au milieu de l'avant-bras où il est normalement pris de manière référentielle avec un calibre normal, et bien cette différence permet de confirmer le diagnostic. Alors l'intérêt de l'échographie, outre le fait de confirmer le diagnostic si on avait un doute, avec quelque chose qui est plus simple qu'un électromyogramme, peut-être moins douloureux pour le patient et surtout beaucoup moins coûteux et plus rapide, et bien ça sert pour le guidage de l'échographie. De la même façon qu'on fait des infiltrations à l'aveugle aujourd'hui, on fait beaucoup plus d'infiltrations sous contrôle échographique, parce qu'on va pouvoir voir toutes ces petites variantes et éviter le rare, mais exceptionnel, mais surtout très douloureux, injection, contact ou dans le nerf médian.
ce qui peut être problématique. Donc, cette image de référence anatomique, c'est celle que je vous remontrerai pendant tout le reste du topo. Vous avez une coupe axiale de votre canal carpien, le nerf médian ici est jaune, et les autres structures sont les tendons fléchisseurs de la main, soulignés par le ligament annulaire ou rétinaculum des fléchisseurs. La même coupe axiale en échographie maintenant, le ligament avec les petites flèches, le nerf médian ici en jaune, l'artère lunaire, la loge de Guillon à droite, et puis les tendons fléchisseurs donc plus en profondeur. Donc ce qui nous intéresse, un peu comme pour la poulie des doigts osseux ou pour le De Quervain, c'est de libérer le nerf de la compression par ce rétinaculum qui s'est épaissi ou aplati ou tendu avec le temps. Et donc pour le libérer, il faut atteindre ce ligament. En s'entraînant, en s'entraînant en faisant des injections, on vise ce rétinaculum et on va mettre le produit, le dérivé cortisonné, juste en dessous. Donc ici, une voie classique longitudinale, et c'est comme ça que petit à petit, l'idée est venue de pouvoir développer la même chose en allant un peu plus que faire une simple injection, mais d'aller réaliser le même geste que le chirurgien, et donc sectionner ce rétinaculum. Alors, les avantages, je vous ai abordé un tout petit peu, on va revenir dessus juste après. C'est peut-être de sécuriser le geste. Bien sûr, c'est un geste qui, comme je vous l'ai dit juste avant, n'a que très peu de complications, heureusement, mais il en existe, et en particulier une lésion nerveuse, que ce soit du nerf médian, ce qui est exceptionnel, ou d'une de ses branches, et en particulier la branche motrice. Donc nous avons publié il y a 2 ans maintenant le fait que l'échographie était un examen excellent, avec une excellente sensibilité et spécificité pour dépister toutes les variantes de cette petite branche motrice, qui est la branche motrice du nerf médian. Oui. Vous pouvez utiliser une flèche, s'il vous plaît. Ah, pardon. Donc ici, donc, il y a des petites flèches vertes tout autour de la branche motrice que vous avez ici, qui correspond à cette première naissance, à la sortie du canal carpien. Cette branche motrice est la première branche de division à la sortie du canal carpien. Dans la majorité des cas, elle se fait à la sortie du canal carpien, donc il n'y a pas de danger. Et puis, quelques variantes existent où cette branche va transfixier le rétinaculum, voire naître sur le versant lunaire. Bref, l'échographie, le papier que nous avons publié, mais 2 autres papiers dans la suite, dans la foulée, dans l'année qui a suivi, ont montré exactement les mêmes résultats. Une magnifique concordance entre les dissections anatomiques et les descriptions échographiques. Et on visualise donc ces variantes anatomiques que l'on peut faire en préopératoire d'un geste chirurgical si on veut opérer de manière normale, ou évidemment céder de l'échographie pendant le geste. La deuxième chose, c'est bien sûr de profiter d'avoir un échographe pour visualiser l'ensemble du geste par l'extérieur et donc de se départir de la nécessité soit d'ouvrir, soit d'entrer une caméra à l'intérieur comme en vidéochirurgie. Ici, c'était une des variantes. Voilà, vous avez votre coupe longitudinale du poignet, le nerf médian, et puis ici une naissance un peu proximale en plein milieu du canal carpien de la branche motrice du nerf médian. On voit parfaitement bien en échographie et sa confrontation anatomique dans le papier publié. Alors, est-ce que c'est vraiment un intérêt, puisque c'est une chirurgie qui fonctionne très bien, les patients sont globalement très heureux. Eh bien, en fait, moi je reprends juste la littérature chirurgicale et on voit que l'évolution de la chirurgie, de toute façon, se fait vers le mini-invasif. Vous êtes tous là pour l'avoir développé et pratiqué. Et bien, ici, on prend la chirurgie comme elle peut se faire il y a déjà un certain nombre d'années et elle se fait de moins en moins entre les mains des plus spécialistes des chirurgiens. Donc des ouvertures larges, et on voit qu'en passant de la chirurgie classique à ciel ouvert avec des cicatrices qui faisaient plutôt 5-6 cm, on est passé à 2-3 cm depuis déjà une dizaine d'années, et bien on a vu décroître et les douleurs post-opératoires et évidemment les temps de reprise chirurgicale, les temps de reprise des activités au décours, mais également les douleurs post-opératoires, en particulier la douleur du talon de la main. Évidemment, vous comprendrez que tout ceci est directement lié à la taille de l'ouverture et donc au temps de cicatrisation. Et donc lorsqu'on part de 4 cm à 2 cm, eh bien, on a des temps de récupération qui sont plus rapides. C'est ce qui fait l'avantage certain de la vidéochirurgie ou l'endoscopie. Et donc fortiori, lorsqu'on va passer à 1 ou 2 mm d'incision pour le geste sous échographie, eh bien, on va forcément gagner en temps de récupération. Alors, qui peut faire l'échographie? Tout le monde, hein. On est là entre amis. Donc, c'est peut-être faux ce que je viens de dire. L'échographie, en fait, peut être faite par des mains entraînées. Tout à l'heure, Franck vous l'a dit, finalement, aujourd'hui, les techniques d'échographie sont légion entre les mains de chirurgiens, de rhumatologues. Finalement, la question, c'est si on sait faire de la chirurgie, est-ce qu'on peut faire l'échographie? Oui. Inversement, est-ce qu'on fait l'échographie, est-ce qu'on peut se lancer dans la chirurgie? Oui, également. Le tout est d'avoir une bonne connaissance, à la fois des bonnes indications cliniques et à la fois une excellente connaissance anatomique, mais radio-anatomique également.
Alors, j'étais pas le premier à publier sur l'intérêt de l'échographie dans l'instant du canal carpien et dans la chirurgie du canal carpien. C'est un japonais, Nakamichi, qui est le premier à publier, il n'y a pas longtemps, vous voyez, ça date de quelques années seulement, en 2010, une première étude où il s'est aidé, non pas de l'échographie pendant tout le geste, mais pour la deuxième partie de son geste qui est réalisé à ciel ouvert, de l'échographe pour confirmer le bon positionnement de son crochet et finir le geste avec une échographie. Eh bien, le résultat était déjà excellent. Et quelques années plus tard, 2-3 autres papiers ont montré qu'en mixant un petit peu l'échographie et un geste chirurgical, soit endoscopique, soit à ciel ouvert, on avait des résultats excellents. Et Rojo, un espagnol, a montré il y a 3 ans maintenant, pardon, d'excellents résultats sur cette étude monocentrique avec 128 patients, d'excellents résultats, mais le geste chirurgical nécessitait encore une petite ouverture, une dissection, une tunnelisation et ensuite le geste de libération sous contrôle échographique. Donc nous avons été les premiers à publier une étude où on a essayé de se départir de tout le reste en termes de matériel chirurgical. Un peu comme vous disait Franck, peut-être en termes de coût, eh bien, il y a un vrai avantage à se départir de tout ce qui n'est pas nécessaire lorsqu'on fait de l'échographie interventionnelle. Et puis, pour éviter la nécessité d'utiliser du matériel de dissection, eh bien, on a mis en pratique ce qui se fait en radiologie interventionnelle depuis des années, l'hydrodissection. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes, qui permet en fait finalement de disséquer, mais de disséquer avec de l'eau et non pas disséquer avec des ciseaux ou en ouvrant la main. Alors, le papier Princeps remonte à 3 ans maintenant, 128 patients, suivis à 1 mois et 6 mois à l'époque, et l'intervention qui durait entre 2 et 6 minutes, et un contrôle à 1 mois comparé à l'examen IRM réalisé au préalable pour avoir un contrôle, on va dire, objectif, qui n'était pas celui du clinicien qui avait réalisé le geste. Un contrôle clinique, le score de Boston, qui est un score algo-fonctionnel, qui permet d'évaluer le patient avant, donc qui va de 1 à 5, 1 patient est totalement asymptomatique, 5 une douleur et une gêne fonctionnelle importante, donc c'était une population qui était relativement atteinte, et à 1 mois comme à 6 mois, on avait une chute drastique du score qui confirmait une bonne efficacité du geste sur le plan clinique, mais encore mieux illustré par cette image, les IRM qui étaient réalisés avant et après montraient que sur cette coupe axiale, vous avez des tendons fléchisseurs et votre nerf médian qu'on aperçoit à peine. Le rétinaculum est continu, bien sûr, avant l'intervention. En chirurgie, on va ouvrir ici ces plans cutanés et adipeux pour aller libérer le canal carpien. Ici, le geste a été fait en épargnant ces plans superficiels et le rétinaculum est totalement ouvert. Il était sectionné dans 100% des cas de notre série à 1 mois. Alors le geste se passe en salle de radiologie interventionnelle. Bien évidemment, il n'y a pas tous ces instruments qui ne sont pas nécessaires et qui étaient mis à disposition gentiment par le professeur Nizar à l'époque, dans le bloc interventionnel où j'ai réalisé les premiers gestes. Deuxième chose, il n'y a pas de garrot pneumatique parce que, contrairement à la chirurgie classique, eh bien, on a besoin de voir les artères. Vous avez vu tout à l'heure sur le premier schéma, je vais vous remontrer qu'on a besoin de voir l'artère cubitale, l'artère ulnaire, sinon on est très gêné, donc absolument pas de garrot. Et donc finalement, uniquement une petite aiguille et puis la lame de bistouri pour pouvoir faire l'incision à la peau. Donc il y a 3 étapes dans ce geste. Une première étape qui est la dissection, et cette dissection va se faire à la xylocaïne avec le bout de mon aiguille verte que je tiens et par laquelle je fais mon anesthésie locale en première intention. Ensuite, on va placer sous échographie le petit instrument et puis on va sectionner le rétinaculum. Donc il n'y a pas de dissection au ciseau, il n'y a pas de guide de tunnelisation au préalable. Alors le schéma, la vidéo qui montre comment ça se passe. Donc la même coupe, le rétinaculum défléchisseur, la peau est ici, la paume est en bas, le nerf médian est donc ici et tous les autres structures rondes sont les tendons fléchisseurs du canal carpien. Donc mon rétinaculum est là. Et donc vous avez un espace de sécurité entre mon nerf médian et l'artère cubitale. Donc il n'est pas comprimé, il n'y a pas de garrot, donc il y a un flux sanguin qui permet de toujours opérer et l'artère palmaire et l'artère ulnaire. J'introduis une petite aiguille verte à la peau, je vais faire mon anesthésie locale et en même temps, je vais en profiter pour faire un bloc du nerf médian et en même temps, comme vous pouvez le voir ici, soulever mon ligament, déplacer mon nerf médian un peu plus à droite, déplacer un peu mes tendons vers la profondeur et donc créer vraiment une petite chambre pour pouvoir ensuite placer mon instrument. Donc ensuite on introduit un peu plus en profondeur, on voit bien le rétinaculum qui bombe ici et qui vient comprimer le nerf médian. Et puis on va insérer le petit instrument, donc le petit crochet qui avance ici en longitudinal,
sous le rétinaculum, dans cette chambre de mobilité. Je vais avancer jusqu'au bout. Et lorsqu'il est placé au bout, et bien évidemment, il rentre pas comme ceci, pas comme un crochet. C'est un crochet qui est coupant sur le dedans. Le même, c'est un crochet que j'ai trouvé dans les catalogues pour la chirurgie du genou. Vous voyez, il faut feuilleter les catalogues. Comme disait tout à l'heure Franck, c'est compliqué de trouver du matériel adapté en France. Et puis une fois qu'il est placé, on tourne le crochet, tel un hameçon de pêche, il est coupant dedans, et de manière rétrograde, on va tirer et donc couper le rétinaculum, qui est toute cette structure noire que vous voyez là. Mon nerf médian est en dessous, enfin plutôt sur le côté, et les tendons sont en profondeur. Donc on retire progressivement, on sent vraiment la résistance du rétinaculum, ça craque, c'est un petit peu bruyant. Donc, la vidéo est réalisée en temps réel, donc le temps, vous voyez, entre 2 et 6 minutes, le plus long est vraiment l'installation du patient. Donc, le temps en salle est d'environ 15 minutes à 20 minutes dans le papier. Et puis un dernier contrôle permet de vérifier qu'en injectant de l'eau, cette fois-ci on transfixie le ligament, donc vraiment le ligament a été complètement ouvert. Et on a épargné les plans superficiels. J'ai vérifié que le nerf médian était normal. Pendant tout le geste, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de variante anatomique et que j'étais loin des variantes éventuelles. Et donc, le petit crochet est retiré. Et le patient est renvoyé avec un petit bandage. Il va garder pendant 3 jours. Et au 4e jour, je les revois en leur disant qu'ils peuvent retirer leur pansement dès le 3e jour. Et donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose à voir en général au 3e jour ou au 4e jour déjà. Parfois, il le retire même dès le 2e jour. Rarement, il arrive d'avoir une plage échymotique, puisque évidemment, j'ai beaucoup de patients qui viennent sous anti-agrégant maintenant, sous clavique, etc., que je n'arrête même plus aujourd'hui, et donc ils peuvent avoir une petite plage échymotique. Enfin, le patient est content, il reprend son activité, on va dire ses activités quotidiennes dès le 4e jour, et les travaux de force sont plutôt recommandés à 1 semaine, 10 jours. Bien évidemment, il y a des petites variantes, mais un grand nombre de patients peuvent reprendre leur activité, même de force, dès la première semaine, en limitant les travaux les plus complexes. Alors, la cicatrice, comme je vous l'ai dit, évidemment, c'est la taille de l'incision qui est corrélée au temps de reprise. Et s'il y a une seule étude monocentrique aujourd'hui qui a été faite qui permet de comparer une technique classique, en tout cas dite classique, et cette technique-là, ou à peu près cette technique-là, c'est celle qui a été publiée par Ojo il y a 1 an et demi, qui permettait de montrer que aussi bien sur les frictures, c'est-à-dire sur la force de préhension, que sur les douleurs, on avait une récupération qui était de 2 à 3 fois plus rapide que la technique mini-open. Il était chirurgien de la main, donc il pratiquait cette même technique. Il y a un biais, bien sûr, puisque c'est monocentrique et c'est le même chirurgien qui a pratiqué les 2 bras, mais la logique primant, bien évidemment, que les patients peuvent reprendre plus vite lorsque ils avaient pratiqué ce geste. Encore une fois, à moyen et long terme, les résultats sont identiques. C'est sur le court terme que cela joue et peut-être sur le coût du geste. Donc j'espère vous avoir montré que la technique était rapide, sûre et efficace, qu'elle était dans la lignée de toutes ces techniques interventionnelles qu'on vous a montrées déjà ce matin, et que ces patients pouvaient bénéficier de ce genre de geste dès aujourd'hui, puisque ça fait partie non pas de l'avenir, mais de l'actualité de la chirurgie du canal carpien. Voilà. Merci beaucoup.